Donc, nous avons aujourd'hui l'honneur tout particulier d'accueillir Madame Danielle Salnave de l'Académie française. Ce n'est pas tous les jours que nous avons un membre de l'Académie française à ce séminaire. Et non, comme on dit, on ne présente pas Madame Danielle Salnave, donc on est que c'est une collègue, une sévrienne agrégée de lettres classiques, donc tout ça, qui a été professeur à Nanterre, qui à côté d'une carrière brillante d'écrivain, enfin journaliste n'est pas le mot, mais enfin de collaboratrice de nombreux journaux et d'autres médias. Une œuvre romanesque et d'essais extrêmement importante et abondante. Le prix Renaudot en 1980, toute petite encore, pour les portes de Goubiot, le Grand Prix de l'Académie française en 2005 et l'Académie française en 2011 au fauteuil de Maurice Druon. Donc, vous avez rappelé hier, cher ami, que c'était le 30e, ce que j'avais et avec le mérite particulier, quand on connaît ces deux grandes figures, Maurice Druon et Danielle Salnave, qu'il n'était pas particulièrement facile à Danielle Salnave de prononcer l'éloge de Maurice Druon, et elle s'en est tirée d'une façon prodigieuse. Je peux le dire, j'y étais. Et en même temps, à côté d'une œuvre proprement littéraire, un engagement civique et moral, si je puis dire, pour de nombreuses causes et dans de nombreux domaines, enfin un engagement et une réflexion sur la question de la Palestine, une réflexion sur le communisme, et ce qui est particulièrement, enfin c'est pas que je me désintéresse de la Palestine et du reste, mais ce qui est particulièrement cher à mon cœur et proche de moi, c'est que Danielle Salnave a énormément aidé Jacqueline de Romilly et l'association CEL, dont je suis le vice-président. Comme je ne fais jamais rien, je suis toujours resté vice-président, mais depuis que cette association est créée, de fondation, j'ai été vice-président de CEL, et l'appui de Danielle Salnave à la grande époque de CEL, quand Jacqueline de Romilly était encore là et usait ses forces à se battre pour les études littéraires, le français et les langues classiques. L'appui de Danielle Salnave, qui a beaucoup réfléchi, beaucoup écrit et qui s'est beaucoup battu, et avec beaucoup de courage, parce que ça a l'air de questions moins dangereuses que d'autres, mais on reçoit facilement des coups pour ces questions. Enfin bref, c'est le réalisme socialiste et on y va. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. Je vous remercie beaucoup de m'entendre. Oui, je n'ose pas fouiller dans ma poche. Ça va, j'ai mis dans ma poche. Je ne vais pas me faire les poches comme j'arrive au collège. Non, c'est une grande joie pour moi et un grand honneur aussi, parce que de parler devant vous et devant M. Michel Zinc au Collège de France. Et je suis contente qu'il ait rappelé que dans ma formation, j'ai une formation classique, je suis professeur de lettres classiques, je suis très attaché aux langues anciennes, et en particulier au latin. J'ai failli d'ailleurs à un moment, quand j'ai commencé ma carrière de professeur, j'ai hésité, juste après l'agrégation, j'ai failli devenir professeur de latin, j'ai hésité, ai-je eu raison, ai-je eu tort, je ne sais pas, mais je continue d'être une latiniste et très attachée non seulement au latin, mais à sa transmission, et je regrette beaucoup, mais ce n'est pas le sujet de notre rencontre aujourd'hui, sa réduction de plus en plus inquiétante dans l'enseignement secondaire et au fond dans la pratique de nos jeunes collégiens et lycéens. Je demeure persuadée que, et d'ailleurs j'ai cru l'entendre à un moment dans ce que disait M. Michel Zinc, la force de construction logique qui est héritée
de l'apprentissage du latin et qui parfois manque singulièrement aux enfants et aux élèves qu'on a formés. Mais ce n'est pas notre sujet. Alors, lorsque vous m'avez demandé si je viendrais à votre séminaire, l'intitulé même de Parler aux simples gens m'a immédiatement enchanté. Et si j'y réponds en vous parlant du réalisme socialiste, je ne vous en parlerai pas immédiatement. Je vais d'abord faire un long détour, si vous le permettez, un détour même si long que probablement on me l'aurait reproché quand j'étais élève et que je rendais des devoirs ou des copies, et qu'il me serait certainement arrivé de le reprocher à un étudiant qui m'aurait rendu un exposé ou un travail écrit dans lequel l'introduction aurait à peu près la taille de la moitié du développement. Mais je me dis qu'au fond, n'étant plus élève ni depuis quelques années plus professeur, je peux donc prendre des libertés, enfin, au bout de tant d'années, prendre des libertés à l'égard de consignes que j'avais fortement intériorisées. Donc, je me suis dit, mais au fond, si on m'invite, est-ce que c'est en tant que professeur, est-ce que c'est en tant qu'écrivain? Et je revendique les deux attachements, ils sont entièrement présents pour moi dans ma vie quotidienne. Et si je n'enseigne plus à l'université, il m'arrive souvent d'aller dans des établissements scolaires, d'ailleurs de niveau plus, non pas inférieur, mais premier par rapport à l'université, c'est-à-dire des collèges et souvent même des écoles primaires, parce que j'estime que le niveau d'enseignement le plus important de tous, c'est l'école primaire, et à l'école primaire, le plus important, c'est le cours préparatoire. Donc si je devais redevenir professeur, je voudrais être institutrice, et non pas professeur des écoles, c'est ridicule. Je voudrais être institutrice au cours préparatoire, voilà, comme l'était ma mère d'ailleurs. Donc cette question de parler aux simples gens, mais au fond, elle m'a enchantée tout de suite, puisque j'y retrouvais la double préoccupation qui a fait le choix de cette double carrière, à la fois d'universitaire et d'écrivain. J'ai toujours cherché à répondre à cette question le plus loyalement possible. C'est une tâche à la fois éthique et politique à laquelle j'ai pu essayer de répondre, tant dans ma carrière de professeur que dans ma carrière d'écrivain. Je n'emploierai pas beaucoup le mot carrière. Je pense à Anatole France dans le livre de mon ami, je crois, qui dit que le mot carrière lui faisait mal aux dents parce qu'il pensait à la scie qui entame les blocs de pierre, justement, dans les grandes carrières de pierre. Donc, je n'emploie pas trop le mot carrière. Mais il est évident que cette question, au fond, s'est posée sous la forme suivante pour moi. Il était primordial de refuser la séparation qu'entraînerait le savoir entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Que cette séparation existe, c'est un fait, mais qu'on s'en accommode ou non, c'est un choix. Et qu'on trouve le moyen de régler cette séparation, de réparer en quelque sorte cette séparation, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé au fond très tôt. Il est évident que je ne confonds pas les simples gens et les gens simples, et je considère qu'il est évident de rattacher cette notion de simple gens telle que moi je l'ai vécue très tôt, et au fond telle que j'ai eu à y répondre, à la définition qu'en donnent les prédicateurs médiévaux dont on vous entretient chaque semaine. Reconnaître ce que sont les simples gens, mais c'est reconnaître aussi parfois, interrogation que je me suis posée très tôt, ce dont ils sont peut-être pourvus ou qu'ils possèdent d'emblée et dont ils pourraient être privés à partir du moment où ils accéderaient à un savoir de type académique ou scolastique. Et c'est une problématique qu'on retrouvera dans le réalisme socialiste, et qu'ils possèdent d'emblée et qui les rend parfois plus savants que les docteurs. Il se trouve que j'ai par chance, ayant travaillé à une époque sur une question historique et littéraire très intéressante qui est celle des possédés de Loudun, j'avais abordé l'œuvre d'un des exorciseurs qui s'était occupé de Marie-Jeanne des Anges, le père Jean-Joseph Surin, et le père Surin, qui d'ailleurs a été profondément secoué par le contact régulier avec ces femmes perturbées, appelons-les comme ça pour ne pas en dire davantage, raconte qu'un jour, il prenait le coche de Rouen et il a rencontré un berger dans ce coche, totalement ignorant, et dont il a été, avec émerveillement, surpris, vraiment, un émerveillement le prend, car il était plus savant en matière de mystique et de théologie que le plus savant des docteurs. Le berger était en quelque sorte le docteur des docteurs. Docteur toujours dans le sens, bien sûr, non pas de monsieur le docteur, le médecin, hein, bien sûr. Donc, c'est une problématique
que j'ai rencontrée et je verrai comment elle est abordée aussi, nous verrons, dans cette grande question qui a été celle du réalisme socialiste. Il veut s'adresser au peuple, se faire comprendre au peuple, transformer certainement le peuple, mais aussi avec toujours une sorte d'idée mystique souterraine que peut-être le peuple en sait déjà autant, ou peut-être plus, ce qui serait évidemment conforme à un point de la doctrine de l'époque, qui est que le peuple est chargé de cette transformation sociale. C'est lui, presque d'une façon mystique, qui va porter, c'est le prolétariat, qui va porter la transformation que la société attend. Donc, les simples gens, qui sont ceux qui n'ont pas encore eu accès, auxquels il faut donner accès, leur donner accès aussi pour les transformer, pour les mener sur une certaine voie, mais en même temps, peut-être en savent-ils déjà autant et davantage. Alors, cette question-là, je m'aperçois qu'elle me donne envie de revenir à des expériences très premières, très précoces, qui m'ont fait comprendre un certain nombre de traits de la solution que je voulais imaginer. Cette question était donc: le savoir nous sépare. Il sépare ceux qui savent, ceux qui étudient, ceux qui interrogent le monde selon les catégories de la pensée, dans la lecture des poètes, des écrivains, des philosophes, et ceux qui n'étudient pas, ne font pas d'études, ou pour tout dire, ne lisent pas. Au Moyen-Âge, la différence se trouve entre ceux qui savent le latin et ceux qui ne le savent pas. Elle se prolongera d'ailleurs, cette différence, entre les hommes et les femmes. M. Marc Fumaroli, dans sa magnifique préface au Comte de Perrault, qu'il vient de rééditer, montre comment il s'agit de parler aux femmes. Ce ne sont pas les femmes du peuple, ce ne sont pas des femmes simples, ni des simples femmes. Ce sont des femmes de la meilleure société, mais les femmes n'ont pas fait d'études. Les femmes sont fines, raisonnables, plus raisonnables et plus fines souvent que ceux qui leur parlent, mais elles ne savent pas le latin. D'où de subtiles remarques que fait M. Fumaroli dans cette préface. J'ai souvenir de m'être posé cette question, vous me pardonnerez ce souvenir d'enfant, il n'a pas de valeur pour me considérer moi-même, mais pour considérer des expériences, je crois, qui nous sont communes. Lorsque j'étais enfant, je vivais dans un village, je vivais dans la maison d'école d'un village, j'étais donc entouré d'une majorité de gens qui n'avaient pas fait d'études. Et quand on m'a fait entrer en sixième, je m'apercevais bien que c'est un destin que la plupart des enfants de mon âge ne connaîtraient pas, puisque tout le monde n'entrait pas en sixième à l'époque, il y avait même un concours pour entrer en sixième. Tout le monde n'entrait pas en sixième, la plupart des enfants resteraient à l'école primaire de mon père ou de ma mère, d'où ils sortiraient, avec le certificat d'études dans le meilleur des cas, et pas du tout de certificat dans le reste des cas. Donc des enfants de mon âge restaient encore à l'école avant d'aborder la vie active, et des adultes qui n'avaient pas fait d'études, mais je continuais d'être entouré d'eux, de les fréquenter et souvent de les aimer, de les approuver, de les apprécier. Est-ce que j'allais du jour au lendemain accepter que, petite latinisante interne au lycée du chef-lieu, je puisse considérer de haut les gens simples, des simples gens et aussi des gens simples qui m'entouraient. Et je me souviens de quelque chose qui est presque comique et qui serait presque, n'est pas ridicule, parce qu'un enfant de 10 ans, le ridicule c'est un peu pour plus tard. Et je retrouvais toutes les semaines en revenant du lycée une brave femme, comme on dit, une femme simple, qui travaillait pour mes parents, qui devait venir faire le ménage, la lessive, etc., qui m'aimait beaucoup, que j'aimais beaucoup. Et ma mère était dans sa classe, mon père dans la sienne, et c'est elle qui était à la maison. Donc j'étais très heureux, je rentrais à la maison près d'elle. Oui, mais moi j'avais la veille fait du latin. Et je me disais, est-ce que c'est possible qu'elle n'ait jamais fait de latin? Alors m'inquiétant de ce qu'elle n'ait pas fait de latin, j'ai décidé un jour de lui apprendre le latin. Alors pour lui apprendre le latin, elle ne s'est pas interrompue du tout dans son travail, c'était une femme simple, paisible, qui travaillait avec régularité et manipulait les différents instruments dont elle avait besoin à ce moment-là dans la journée. J'ai commencé à lui expliquer ce que c'était que le latin, la première déclinaison. Je me suis enchantée moi-même. De quoi? Non pas du tout de moi, en me disant « je suis savante, et je suis tellement savante que je vais pouvoir instruire cette femme modeste ». Pas du tout. Je me disais « elle m'écoute avec tellement de bienveillance, elle a l'air tellement contente que nous ne sommes pas séparés ». D'ailleurs, elle m'a souri, elle m'a fait mon goûter comme d'habitude, et j'ai eu l'impression que le latin, non seulement ne m'avait pas séparé d'elle, mais qu'en le lui communiquant, eh bien, j'avais comblé quelque chose de cette séparation. Je me souviens avec un peu de honte, forcément, c'est une scène près du bac à lessive, dans l'odeur du savon qui bout, et je lui propose d'entrer avec moi
dans la beauté de la langue latine, de sauter à pieds joints chez Romulus et Remus, et peut-être parce que j'avais peur de me retrouver seul avec le latin, séparé définitivement de mes compagnons de jeu, ou de l'âge tout simplement, ou de personnes plus âgées, mais qui avaient entouré mon enfance. Donc, au fond, je n'avais pas eu de mal à trouver cette solution. Pourquoi? Parce que ma solution, pour combler cette séparation, c'était celle de transmettre. Je n'y avais aucun mal, étant né dans une école de parents instituteurs, d'une grand-mère institutrice, qui eux-mêmes étaient issus de milieux modestes, de milieux de gens simples et parfois de simples gens, avaient quitté provisoirement ce milieu pour se former dans les écoles normales d'instituteurs et devenir instituteurs. Mais ensuite, cette formation étant terminée, revenaient dans les lieux dont ils étaient partis pour apporter à leur tour cette connaissance dont ils avaient profité. Un peu, vous savez, comme sous la Chine des débuts du maoïsme, les médecins qu'on a appelés les médecins aux pieds nus, c'était des médecins qui allaient apprendre un minimum de connaissances médicales pour revenir en faire profiter le village qu'ils avaient quitté. J'ai toujours eu le sentiment, ces générations d'instituteurs, dont j'étais l'enfant dans les années 50, 60, avaient cet esprit, c'est-à-dire qu'ils avaient quitté des milieux modestes de gens simples et de simples gens pour acquérir des connaissances, mais ces connaissances, c'était pour les restituer. Du coup, je pense que cette séparation que le savoir crée entre ceux qui savent ou qui commencent à savoir, parce que la petite fille de 10 ans qui savait Rosa, Rosanne, ce n'est pas franchement un savoir, mais c'était les débuts d'un savoir, c'était les bases qui avaient échappé, bien évidemment, à celles à qui je le transmettais. J'avais le sentiment donc que transmettre était résoudre provisoirement, en tout cas, oui, résoudre, je crois, cette séparation entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Je voulais donc combler le fossé que le latin avait pu creuser entre nous, le latin ou d'autres choses. J'ai certainement d'autres fois dû lui parler d'une autre découverte que j'avais faite en classe. Et j'avais senti en même temps que je voulais emmener avec moi, ce n'était pas seulement transmettre. Dans cette transmission, il y avait l'idée aussi d'un accroissement ou d'une élévation. Les images et les métaphores que je vais employer ne sont pas sans rappeler celles, d'ailleurs, dans un contexte d'un savoir laïque et d'un savoir non rattaché à une transcendance, ne sont pas sans rappeler tout de même le même mouvement qui est celui d'emmener une foule et ceux qui la composent vers quelque chose qui est ailleurs, mais aussi plus haut. J'ai eu le sentiment très rapide qu'il fallait, si savoir sépare, savoir en même temps élève en un sens ceux qui savent, mais non pas élève dans le sens social du terme, c'est-à-dire qu'ils vont devenir les maîtres du monde ou des dominants. Ça, c'est une idée à laquelle je serais sensible, mais beaucoup plus tard, mais pas quand j'avais 10 ans, mais avec le sentiment que c'est ouvrir des mondes nouveaux, élever vers des perspectives nouvelles, plus larges, me semble-t-il, que celles dans lesquelles vivaient ceux qui m'entouraient, et je voulais donc emmener avec moi ceux qui m'entouraient vers ces perspectives plus larges. Vous me direz, bah oui, tout enfant fait l'école à ses poupées. Je crois quand même que c'était plus que ça. Parce que l'enfant qui fait l'école à ses poupées, c'est qu'il veut d'abord conjurer la peur du maître. Il veut à son tour devenir le maître. Gouverner, je vais te punir, tu vas aller au coin, etc. Toutes ces choses que l'enfant inflige aux poupées parce qu'il craint de les subir. Non, là, il ne s'agit pas d'infliger quoi que ce soit, mais au contraire d'emmener avec soi vers quelque chose qui s'ouvrait. Je persiste à penser que les formes de l'enseignement que nous avons connues, je ne suis pas passéiste, je ne suis pas en train de considérer que tout était mieux avant et que rien ne va bien aujourd'hui, pas du tout. Mais j'essaie de réfléchir sur ce qui était avant pour voir ce que nous avons pu perdre et ce dont nous pourrions nous inspirer pour aujourd'hui et demain. Eh bien, il y avait entre autres le fait que cette coupure que les matières enseignées, le latin entre autres, apportaient aux enfants qui entraient en sixième et qui suivaient les premières années d'un enseignement secondaire, cette coupure-là était vraiment ressentie comme l'ouverture d'un monde différent, d'un monde nouveau, d'un monde qui s'élevait ou qui s'élargissait par rapport au monde dans lequel on était né ou dans lequel on vivait quotidiennement. Nous verrons tout à l'heure les dangers, les risques. Mais je pense qu'il y a là quelque chose qui fait que la solution pédagogique que j'avais
utiliser, c'est-à-dire transmettre, n'est pas seulement transmettre un savoir, comme on a un objet, on va le donner à quelqu'un. C'est espérer qu'en transférant cet objet, on va transformer celui devant qui on est. Non pas le transformer parce qu'on le trouve insuffisant ou inaccompli, mais parce qu'on sait que ce savoir a la puissance de transformer et on ne voudrait pas être seul à en profiter. Ne pas être seul à en profiter, c'est une idée qui m'a toujours profondément occupé, et déjà dans ces premières années, vous voyez que nous sommes revenus en effet à ces formes d'enseignement. Vous pouvez découvrir à la fois des mathématiques, le latin, la littérature des premiers siècles, puisque dans l'ordre on n'était pas du tout, comme on le fait aujourd'hui, dangereusement confiné à ce qu'on appelle la littérature de jeunesse, qui me paraît un enfermement des enfants dans le temps présent. Je pense qu'un enfant a besoin précisément d'être ouvert à des mondes qu'il dépasse, qui sont avant lui et autour de lui. Et avant nous, il y avait évidemment les latins et les grecs, les grands avant, mais il y avait aussi la littérature du Moyen-Âge, de la Renaissance, etc. Et il n'y avait aucun inconvénient, à mon avis, même de grands avantages certainement, à faire lire et apprendre par cœur des ballades de Charles d'Orléans à des enfants de 12 ans. Le charme extrême de cette langue française, incroyablement accessible d'ailleurs, à travers pourtant des siècles qui nous en séparent. Et au bout du compte, je me suis aperçu plus tard que j'avais ce sentiment que je rejoindrais une communauté possible des hommes à travers l'accroissement du savoir. Que tout accroissement du savoir, même dans une petite fille de 10 ans, ou 11 ans, ou 11 ans et demi, petit à petit, profitait plus largement, au fond, à un ensemble, à condition de le communiquer, et même tout simplement, peut-être était-ce un équivalent profondément non religieux d'une sorte d'idée de réversibilité des mérites ou d'une communion des saints parfaitement laïcisée. En tout cas, c'était très étrange, puisque, en effet, je n'avais pas d'éducation religieuse en même temps, mais j'étais persuadé de ce profit global que toute une communauté recevait à partir du moment où on se formait soi-même, à partir du moment où on apprenait le latin, les mathématiques ou la littérature du Moyen-Âge. Et je me suis dit à ce moment-là que la séparation qui régnait entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, qui vont peut-être savoir mais ne savent pas encore, risquait d'apparaître, je le redis, aux yeux de ceux dont je me séparais, de fait, comme une volonté de distance ou la marque d'un rejet. Et ça, c'est un point, il ne faut pas négliger ce sentiment léger, à peine connu. Quand j'avais 11 ans, peut-être je reconstitue beaucoup de choses, mais je ne crois pas entièrement. Ce sentiment léger d'une culpabilité ou d'une faute à l'égard de ceux dont on se sépare. Et j'y pense très souvent lorsqu'il m'arrive d'intervenir, parce que je suis invité par un principal de collège ou par des professeurs de français, dans des collèges dits difficiles. Et je vois bien ce qui se passe chez certains enfants, chez certains jeunes, qui ont, je dis enfants ou jeunes parce qu'ils ont moins de 15 ans, c'est-à-dire ils sont encore dans l'enseignement, moins de 15 ou 16 ans, encore dans l'enseignement obligatoire. Le sentiment qu'ils ont que apprendre, ne serait-ce qu'apprendre à parler correctement français, les sépare de ceux qui les entourent et qui, eux, ne parlent pas le français du tout ou le parlent incorrectement. Et je crois que les professeurs qui ont affaire à ces enfants devraient garder ce thème entre eux, non pas pour l'accentuer, mais pour les aider à le surmonter. Car s'ils ne le surmontent pas, ils demeurent, oui, mais moi j'apprends, je parle bien français et tout, mais ma mère, elle fait des fautes. Ma mère, elle ne peut même pas répondre sur le carnet de correspondance, parce qu'elle ne sait pas écrire. Donc, est-ce que je suis mieux que ma mère, moi ? Est-ce que je me sépare de ma mère ? Est-ce que je crache sur ma famille en lisant, en parlant bien, etc. Je crois que cette peur de certains enfants de milieux défavorisés, surtout quand il s'ajoute une différence dans la langue ou dans les origines culturelles, même à plusieurs générations, eh bien, il faut en tenir compte. Mais je le redis, non pas pour dire « alors vous avez raison, mon petit bonhomme, continue à faire des fautes, comme ça tu ne te sépareras pas de ta mère ». Au contraire, tu ne fais plus de fautes, grâce à moi tu n'en fais plus, mais ta mère le souhaite, c'est ce qu'elle veut pour toi. Et si on arrive à convaincre un enfant que c'est ce que sa mère souhaite, c'est ce qu'elle veut pour lui, alors là, on lève certains obstacles. Mais si l'enfant demeure persuadé qu'en continuant à apprendre, il se sépare de son milieu d'origine, lui tourne le dos, voire le méprise, alors pour l'enfant, c'est une difficulté très grande.
la mère et aussi le milieu, les camarades, la cité, le groupe. Vous savez, on est très surpris, excusez-moi de ce petit excursus, mais je le crois nécessaire. On est très surpris quand on dit oui, c'est très difficile d'enseigner dans certains collèges de banlieue, les bons élèves sont mal vus, les bons élèves sont appelés bouffons par ceux qui travaillent moins bien, ou un télos, qui est le pire des rejets qu'on puisse faire. Mais il y a, chez ceux qui traitent ainsi les autres de bouffons, etc., il y a ce désir de ne pas quitter le groupe, parce que le groupe rassure, alors le groupe dit des bêtises, fait des fautes, n'est pas sage en classe, etc., etc. Je ne veux pas m'en séparer. Si je m'en sépare, je prends des risques. Donc, c'est un des éléments essentiels lorsqu'on a affaire comme professeur à des enfants dans ces conditions, dans ces lieux d'enseignement, c'est de les aider à accepter que cette séparation inévitable par rapport à ceux qui ne savent pas lire, etc., elle est pour leur bien, elle est pour le bien de tous, qu'ils peuvent le diffuser, ils peuvent avoir une puissance d'entraînement à l'égard des autres, et surtout que leur mère le souhaite pour eux. Et je pense que ça, c'est un point très important. Alors, je dirais donc que, au fond, ma vocation de professeur, je ne crois pas beaucoup à la vocation. Je ne me suis jamais senti appelé. Mais en tout cas, le fait que je sois devenu professeur ne s'explique pas autrement. Je voulais continuer de poser les modes par lesquels on résout cette séparation entre les simples gens et ceux qui savent, les scolares. C'est pourquoi j'ai été très étonné en entendant et en lisant ces textes que vous nous avez montrés ce matin, de voir qu'il y a là une pédagogie d'un raffinement et d'une complexité dont on va bien s'inspirer au lieu de nous emmener dans un dogmatisme infernal des sciences de l'éducation. On pourrait s'inspirer de ce que se dit au XIIe siècle, à quelques dizaines d'années près, sur la manière, par exemple, d'utiliser des exemples simples, de prendre des choses concrètes, et surtout, ce qui m'a vraiment enchanté, comment le récit est une forme d'apprentissage plus accessible à ceux qui ne disposent pas justement du savoir qui permettrait d'entrer immédiatement dans la construction logique qu'on apprend dans le latin, mais qu'on ne connaît pas lorsqu'on a eu accès aux fabliaux. Évidemment, les fabliaux posent un problème, c'est qu'il faut expurger le fabliau, mais après tout, cela rendrait toute sa valeur à une idée que j'ai très profondément, c'est qu'il faut en passer pour enseigner le français, la langue française aux petits Français en France, il faut passer beaucoup par la littérature, par le récit, par toutes les formes dans lesquelles elle s'est incarnée. Alors donc, je dirais que ma vocation pastorale, si on peut dire, c'est-à-dire d'être professeur, s'explique tout à fait parce que se sont mis en place pour moi les éléments par lesquels sont posées cette séparation, cette faute de se séparer, cette supériorité, entre guillemets, qu'on attribue à celui qui s'est séparé et qui parfois s'empare de celui qui s'est séparé. L'enfant qui vient chez son grand-père paysan, etc., pas son grand-père, parce que le grand-père, on est toujours gentil, mais chez ses cousins, etc., pour montrer que lui fait des études et qu'eux n'en ont pas fait. Et c'est quelque chose qui faisait, d'ailleurs, petite parenthèse encore, qui faisait qu'on considérait les études comme, au fond, le moyen de développer des tours de caractère, d'esprit et de personnalité extrêmement déplaisants, puisqu'elles permettaient à un morveux de 14 ans de venir faire la leçon à sa tante, à sa grand-mère ou à ses cousines qui ne faisaient pas d'études. Donc il faut qu'on intègre, lorsqu'on enseigne, il faut qu'on intègre cette réflexion sur le fait de savoir. Savoir sépare, oui, mais en séparant, il doit donner l'incitation à retransmettre, à communiquer, à élargir ce qu'on sait envers ceux qui ne savent pas. Bien évidemment, quand on devient un spécialiste de très très haut niveau de la littérature du Moyen-Âge, de la physique nucléaire ou des neurosciences, il est difficile de le penser. Bon, très bien, je vais revenir chez mes cousins qui n'ont pas fait d'études et je vais leur expliquer tout ça. Non, ça n'a pas de sens, bien sûr. Mais en tout cas, pour ce qui concerne les éléments, je crois qu'il est possible de considérer qu'ils sont transmissibles, qu'ils sont accessibles, et qu'en tout cas, on ne doit en tirer aucune supériorité personnelle. Ça, c'est un point très important. Et je reviens à ce que je disais pour le... Au fond, cette idée du savoir comme
réunissant à l'horizon au lieu de séparer, il me semble que peut-être dans ces années-là, peut-être étant né dans cette famille d'instituteurs, j'étais peut-être marqué par une vision qui serait celle d'une humanité à la Victor Hugo, dans laquelle la dimension ascensionnelle est profondément inscrite, et où chacun de nous, en s'associant, si peu que ce soit, à cette dimension ascensionnelle, fait progresser l'humanité tout entière. Je pense que c'est quelque chose qui était très profondément représenté, qui ne s'est pas éloigné tant que ça, même si le monde moderne nous a un petit peu secoués et plus violemment souvent qu'on ne le voudrait. Mais je crois qu'elle n'est pas si loin que ça. Et pour toujours revenir à des images qui appartiennent, elles, à la spiritualité, or, les éléments que je dis, moi, appartiennent à une pensée sécularisée, à une pensée laïque, je pense souvent à un roman d'une romancière que j'aime beaucoup, Béatrice Beck, qui s'appelle Léon Morin, prêtre. Et il y a un dialogue, un échange très intéressant entre le prêtre et une femme qui vient lui poser, sa pénitente, qui vient lui poser ses problèmes de conscience, admirablement d'ailleurs joué au cinéma par Emmanuel Riva en face de Belmondo dans le rôle de Léon Morin. Elle se plaint de ce que le monde est mauvais, de ce que le monde est méchant. Et le prêtre lui répond cette phrase extraordinaire qu'on peut appliquer aussi au domaine du savoir et pas seulement celui de la spiritualité. Le monde serait meilleur si vous l'étiez. Et c'est une phrase extraordinaire parce qu'elle signifie que tout petit accroissement dans le plus infime des êtres profite à la totalité. Eh bien, au fond, la vision de l'humanité selon Hugo découle très profondément, ou en tout cas se développe parallèlement à cette vision. Et je pense que c'était de cela que j'étais nourri. La question du réalisme socialiste ne s'est pas éloignée totalement malgré ce qui semble. Cette voie, donc, je pourrais l'appeler, oui, je lui ai donné un nom mystique, disons, de marche progressive et collective d'une humanité dans son progrès et dans son développement. Mais je dois faire aussitôt, maintenant, appel à la deuxième de mes vocations, au deuxième des chemins que j'ai suivis, qui n'est pas seulement celui d'enseigner, que j'ai toujours fait avec le plus grand bonheur et que je peux continuer de faire, comme je l'ai dit, dans diverses classes. Cette question, dans mes premiers essais d'écriture et de publication, ne s'est pas posée de la même manière. Je ne me suis pas dit tout de suite, oui, mais attention, est-ce que je vais me faire comprendre? Est-ce que tout le monde me comprend? Est-ce que tout le monde me suit? Cette question ne m'a pas du tout effleurée. D'abord parce que je ne pensais pas que je disais des choses si difficiles que cela, donc je ne pensais pas qu'elles seraient si difficiles que cela à comprendre. Mais c'est surtout parce que le lecteur, tel qu'on se le figure, car tout auteur, quand il écrit, se figure son lecteur, on ne se le figure pas du tout dans les termes où on pose un public qu'on a devant soi quand on est professeur ou des enfants plus âgés si ce sont des étudiants. Au fond, c'est un public auquel on attribue immédiatement justement le fait qu'il n'est pas séparé. Et j'ai été confirmé dans une conversation que j'avais eue avec un écrivain italien que j'aimais beaucoup et que j'ai traduit à une époque, qui est Italo Calvino. Et nous parlions très souvent de ce que c'est qu'être écrivain, qu'est-ce que le public, qu'est-ce que le lecteur. Italo Calvino était un auteur considéré comme difficile ou un peu assez exigeant, pratiquant une langue élevé d'un italien qui n'est pas celui des régions ou des quartiers populaires, ce n'est pas Pasolini, mais par là un italien d'intellectuel. En même temps, Calvino, au lendemain de la guerre, de la résistance, est très engagé à gauche et disait « Oh, mais cette question, je ne me la suis jamais posée comme écrivain. » Ah bon? Je ne suis pas séparé du lecteur, pourquoi? Parce que ce n'est pas le lecteur qui est inférieur à moi, c'est toujours moi qui suis inférieur à lui. Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai toujours eu le sentiment, disait-il, que j'écrivais pour quelqu'un qui en savait plus que moi. Je vais donc toujours faire mes preuves devant ce lecteur dont, si j'étais séparé, c'est par ma propre faiblesse. Ce n'est pas la faiblesse du lecteur qui me sépare de lui, c'est ma faiblesse d'écrivain. Donc je dois progresser et travailler pour être à ce niveau que requiert ce lecteur avec un grand L pour lequel j'écris. Et c'est une idée que j'ai vue peu souvent exposée et qui me paraît tout à fait intéressante parce qu'elle casse complètement l'idée d'un écrivain qui serait maître et dominateur et qui essaierait de convaincre ou d'entraîner les foules. Autant il faut entraîner, si on peut, les foules, en tout cas la classe qu'on a devant soi, et éviter
qu'elles ne s'endorment comme déjà nos prédicateurs médiévaux pouvaient le constater, y compris les pauvres moines qui dorment si peu à cause des offices de nuit. C'était d'ailleurs un peu, je trouve, un peu sadique, parce que des offices de nuit, et en plus, on va leur reprocher ensuite de dormir. Oui, tout de même, je trouve qu'on les mène rudement. Donc, pour Calvino, il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit au contraire de dire, suis-je à la hauteur d'un lecteur qui sait toujours plus que moi, c'est-à-dire que je dois toujours faire cet effort pour rejoindre, au-delà d'une séparation, les séparations dont je suis moi fautif, dont je suis, c'est moi qui dois rejoindre ce lecteur. Et tout de même, je ne peux empêcher que le monde du savoir, s'il est séparé de ceux qui ne savent pas, le monde de l'art, de la littérature, est aussi séparé de ceux qui ne la pratiquent pas, la littérature, qui ne lisent pas ou qui n'ont pas la formation nécessaire pour la fréquentation de l'art. Il est évident qu'il y a, jusque dans les formes, c'est pourquoi l'idée de Calvino, elle est très réconfortante pour lui, certainement, et au fond pour nous tous, si on y réfléchit. Mais elle ne résout pas la vraie question qu'on peut appeler sociale et politique, qui est qu'un certain nombre de gens, par la formation ou la non-formation qu'ils ont eue, ou par les voies qu'ils ont suivies dans leur vie, se retrouvent séparés des œuvres de l'art, des œuvres de la pensée, des œuvres de l'écriture. Songeons à une scène inoubliable, au fond, qui est dans Zola, qui est, je crois, dans L'Assommoir, où, après la noce de Gervaise, on ne sait pas trop quoi faire. Alors on décide d'aller visiter quelque chose. Arrivons au Louvre. Et tous ces gens passent devant les tableaux. Et moi, c'est une scène qui m'a toujours profondément déchiré. Profondément, ils passent devant des tableaux qu'ils voient pour la première fois de leur vie, dont les sujets, tantôt mythologiques, tantôt religieux, leur échappent complètement, et où ils ne peuvent pas, même un instant, devant qui ils s'arrêtent à peine, parce qu'ils ne peuvent que défiler devant. Et cette confrontation d'un peuple travailleur, mais situé à une des années-lumière du savoir et de l'art, et des œuvres rassemblées dans le musée, c'est une scène vraiment déchirante. Elle est déchirante parce qu'elle impose d'y trouver une réponse. Ou alors on peut décider qu'on s'en accommode. Après tout, oui, certains s'en sont accommodés. Ce n'est pas véritablement un choix qui honore, et ce n'est pas un choix que j'aurais pu faire. Je n'aurais jamais pu considérer qu'on peut souhaiter ne pas parler aux simples gens, s'accommoder de n'être pas compris d'eux, ou encore plus, le refuser. Je ne ferai jamais pour moi le audio vulgum pecus et arceo. Je hais le troupeau vulgaire et je m'en tiens soigneusement à distance. C'est évidemment une réponse commode, car à partir de là, la question des transitions ou des transmissions ne se pose plus. Il est donc clair que ces questions me sont apparues, et me sont apparues avec une évidence criante, qui s'éclaire par l'allusion que je fais, ou par la citation que je fais indirectement de Zola, à partir du moment où, me retrouvant vers ma 25e année, disons, à la fois commençant à m'engager dans la vie de professeur, commençant à m'engager aussi dans l'écriture de quelques petits essais ou de la poésie, etc. Il se trouve que c'est au milieu des années 60, c'est-à-dire dans les années qui vont être autour des années qui vont mener à 68, et où cette question-là va d'un seul coup prendre un relief et se trouver dramatisée en quelque sorte socialement. Où j'ai profondément senti à ce moment-là, ce qui fait que j'étais en accord, tout en étant en porte-à-faux, avec certains mouvements de critique sociale. J'ai toujours considéré que la séparation culturelle n'était bien évidemment l'injustice qui conduit à ne pas avoir de pain et à dormir sous les ponts, est l'injustice majeure. Mais que la séparation culturelle, l'absence de formation, l'absence d'accès au langage, l'absence d'accès aux œuvres, redoublait les séparations sociales injustes. Non seulement elle les redoublait, mais leur ajoutait une connotation, une charge humaine intolérable. Si Danton dit que le manque de pain, après le manque de pain, c'est celui de liberté, on peut lire ça tous les jours quand on descend à la station de métro Odéon, parce que c'est écrit au bas de la statue de Danton, qu'après le pain, c'est la liberté qui est le bien suprême du peuple.
Et moi, je dirais qu'avec le pain et la liberté, la culture, l'accès aux œuvres, l'accès à l'art, à la pensée, à la littérature, sont les biens suprêmes. Et c'est une question qui se posait avec une redoutable violence dans ces années-là et qui pouvait conduire à des choix qu'on peut aujourd'hui regretter ou contester. Mais on ne peut pas ne pas leur reconnaître une profonde légitimité. Cela dit, on aboutissait parfois à des solutions qui n'étaient pas forcément souhaitables. Mais je pense qu'il y a là une véritable question qui m'a d'ailleurs toujours séparée d'une certaine sociologie dont le nom de Pierre Bourdieu, en quelque sorte, est le héros éponyme, si j'ose dire, qui considérait que la culture et l'art n'étaient que des privilèges supplémentaires des classes supérieures et que donc, en tant que telles, étaient plus ou moins suspectes. Je considérerais pour ma part que si c'est un privilège, admettons, alors ce privilège doit être aboli. C'est-à-dire, alors on doit offrir la grandeur de l'art, les beautés de la musique, de la peinture et de la littérature classique à tous, ou en tout cas au plus grand nombre. Et je pense que ça, c'est une vraie réflexion qui a beaucoup séparé tous ceux qui étaient les tenants d'une sociologie des arts, des œuvres, en les considérant comme un privilège par lequel la classe dominante tient en respect la classe dominée. Pour moi, ce n'est pas cela. C'est aussi un privilège, peut-être, bien sûr, parce que pendant longtemps, il était évident qu'accéder aux beautés de l'art, de la musique, de la peinture, des grandes œuvres et des grands textes pouvait être réservé à une catégorie sociale privilégiée, mais ça n'impliquait pas que ces œuvres étaient pour autant entachées d'un défaut constitutif ou essentiel. Au contraire, si on avait compris et on y avait accédé à ces œuvres, alors on devait les ouvrir au plus grand nombre. À cette formulation, d'ailleurs, je me réfère souvent à un propos que j'aimais beaucoup d'un metteur en scène de théâtre qui est mort il y a bientôt 25 ans, qui est Antoine Vitesse, qui disait « La culture doit être élitaire, mais doit être élitaire pour tous ». Alors je dirais élitaire pour le plus grand nombre. Élitaire au sens de choisi, élevé, de grande qualité. La grande qualité doit être donnée à tous, et non pas à un petit nombre, ou en tout cas au plus grand nombre possible. Eh bien donc, de dérapage au dérapage, je suis quand même mon petit bonhomme de chemin. Et pendant encore un petit moment qui nous reste, je pense, je voudrais aborder cette question qui s'est formulée dans cette expression de réalisme socialiste, qui est considérée aujourd'hui, au fond, comme quelque chose qui a existé, qui est rattaché à un régime qui, par d'autres, ou un régime de pensée et social qui, par d'autres aspects, a été condamné, rejeté par l'histoire. Et donc, au fond, le réalisme socialiste porte derrière lui une ombre qui serait l'ombre projetée par les goulags. C'est donc une question qui ne serait pas extraordinairement intéressante d'aborder. Et pourtant, elle est intéressante. Elle est intéressante pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se contenter de la considérer comme liée à l'instauration d'une sorte de mode de gouvernement de la vie intellectuelle, de mise au pas des artistes, d'une police ou d'une surveillance de la pensée et de l'art, assortie de condamnations ou de régimes pénitentiaires particulièrement sévères. Il faut essayer de reprendre cette question comme une réponse qui s'est formulée presque dans les mêmes termes, bien des siècles plus tard, qui étaient ceux des prédicateurs médiévaux. Comment parler aux simples gens? Et d'ailleurs, l'expression simples gens, ou les simples, on dit très souvent les simples gens, est une expression qui était très fréquente dans la littérature du mouvement communiste depuis le début, comme désignant ceux qui sont à l'écart du mouvement, d'abord certainement de la culture ou du savoir et de la pensée, mais aussi, bien évidemment, du changement politique en train. Au départ, et c'est intéressant de le voir, cette question du réalisme socialiste ne s'est pas posée directement, mais indirectement. Elle s'est posée par le détour d'un élément qui a joué d'ailleurs un grand rôle à d'autres époques, qui serait celui de la question des avant-gardes.
la question des avant-gardes qui va vouloir conjuguer l'aspect esthétique, l'aspect artistique, l'aspect de contestation d'un ordre esthétique ou artistique, avec la contestation d'un ordre social et politique. Donc c'est cette articulation des deux qui, quelques années plus tard, sera sévèrement mise en question, mais cette articulation des deux qui va poser pour la première fois clairement la question de comment s'adresser à ce grand nombre. Et Dieu sait que, s'agissant de la Russie des débuts du XXe siècle, était composée pour beaucoup, pour la majorité de la population, de paysans analphabètes à 80 ou 90%. Ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient dépourvus d'intelligence, de spiritualité et même d'une compréhension de la vie extrêmement profonde. Et on sait d'ailleurs que les premiers mouvements de contestation politique se sont appuyés précisément sur ce peuple qui devait être même chargé de plus de vérité, de savoir et de science que la science et le savoir de ceux qui venaient des villes vers eux. Donc ce terme d'avant-garde, lorsqu'il apparaît en Russie, au XIXe siècle, il apparaît de façon péjorative. Chez des publicistes, comme par exemple Herzen, le terme d'avant-garde désigne au fond de petites couches de poètes prétentieux, très liés au milieu aristocratique, au milieu riche, qui n'ont aucune conscience ou connaissance de ce qu'est la vie réelle et auquel, au fond, il attache une importance tout à fait détachée. Avec la Première Guerre mondiale, le mot d'avant-garde prend des connotations militaires qu'elle avait déjà, puisque avant-garde, c'est un terme qui vient des armées. Mais à ce moment-là apparaissent, aussi bien en Russie que dans d'autres pays d'Europe, des mouvements futuristes, le cubisme et le futurisme, qui sont des mouvements d'avant-garde, et dans lesquels de jeunes artistes, de jeunes peintres, de jeunes écrivains, de jeunes musiciens, de jeunes poètes sont en même temps des gens qui ont l'expérience du front. Donc le vocabulaire militaire adhère très facilement pour eux à la perspective qu'ils ont. Ils ont le vocabulaire militaire, elle est coextensive à leur jeune existence qui a été, hélas, beaucoup sont tués, mais ceux qui ne le sont pas reviennent avec cette idée-là. Donc dans les années 10, quelques années avant la Révolution russe, se lance un manifeste, en 1912, un manifeste qui s'appelle « Une gifle au goût du public ». C'est-à-dire, nous sommes un petit groupe et nous voulons affirmer notre volonté d'en finir avec un monde de conventions à la fois littéraires, artistiques, musicales. Tous les domaines y sont picturales. Tous les domaines y sont convoqués, mais des conventions qui conviennent parfaitement au public, à la majorité d'un public, non pas évidemment aux moujiks illettrés, mais à la majorité du public des villes, des grandes capitales, Moscou ou Saint-Pétersbourg, et où du reste ces jeunes peintres se déchaînent contre l'acquéreur des tableaux qui acquiert, lui, des tableaux dits académiques, que eux, les cubo-futuristes, rejettent, vomissent, et ils vomissent en même temps le public qui se porte acquéreur, ou qui est dans les salons, qui se porte acquéreur de ce genre d'œuvre. De ce fait, la gifle au goût du public de 1912 est un manifeste d'art plastique, mais aussi un manifeste d'art littéraire. Il faut réinventer un langage plastique et réinventer un langage littéraire. Non pas pour parler aux simples gens, mais pour cesser de parler uniquement à une classe riche et cultivée, cosmopolite, qui parle souvent plus le français que le russe d'ailleurs, et qui est le destinataire de ces œuvres. Donc, dès les premières années qui suivent le triomphe de la Révolution d'octobre, les artistes, hélas, se trompent souvent, mais leur enthousiasme, souvent juvénile, s'accorde avec ce nouveau régime qui va proposer sur le plan social une rupture avec cet ordre qu'ils vomissent, dont ils ne veulent plus, qui est l'ordre dans lequel leurs ancêtres ou leurs prédécesseurs, peintres, écrivains, etc., avaient leur public, leurs spectateurs s'ils faisaient du théâtre ou leurs auditeurs s'ils faisaient de la musique. Ils se montrent donc enthousiastes à l'égard d'un nouveau régime parce qu'ils estiment que
le nouveau régime va leur donner la possibilité d'incarner cette transformation qu'ils veulent faire subir aux arts et à la culture. Les arts et la culture doivent devenir non plus un divertissement ou une sorte d'agrément social fourni à ceux qui peuvent en profiter et qui peuvent payer, entre autres, les tableaux ou les places de concert, mais devenir un processus total qui transforme la vie. Il ne s'agit pas de s'adresser encore aux simples gens, mais de transformer la vie. Le tournant radical, c'est l'impulsion d'un grand poète qui se suicidera quelques années plus tard, qui est Maïakovski. Maïakovski et lui se rangent de façon imprudente, téméraire, mais dont il faut garder la mémoire, aux côtés des bolcheviks. Je dis de façon imprudente et téméraire, car les buts qu'ils visent seront loin d'être accomplis par ceux auprès desquels ils viennent se ranger. Mais c'est comme cela. Et en mars 1918, le journal des futuristes s'intitule « Vive la révolution de l'esprit ». Et c'est extraordinaire parce que le « Vive la révolution » les raccorde bien évidemment avec cette révolution d'octobre qui vient d'avoir lieu, mais « Vive la révolution de l'esprit », il n'est pas sûr du tout que la révolution de l'esprit était le mot d'ordre auquel les bolcheviks, même de la première génération, se rangeaient. Cela donne naissance à un groupe qui va prôner d'emblée qu'on se détourne de la culture traditionnelle, qui est qualifiée de culture bourgeoise, pour se tourner vers une nouvelle catégorie qui est en train d'apparaître, qui s'appelle le prolétariat. Catégorie qui est à la fois réelle, puisqu'elle concerne des hommes vivants, mais qui est aussi une catégorie, j'allais dire, de la pensée, et surtout de la pensée politique. Le prolétariat étant une classe sociale qui va être chargée d'incarner et de pousser, d'incarner le changement et de pousser à la transformation de la société. Ce mouvement s'appellera, avec cette habitude russe qui est pas seulement de l'époque communiste, mais d'avant et d'après, de composer des mots avec des fragments. Le prolète culte, qui ne veut pas dire le culte du prolétaire, mais la culture prolétarienne. Le prolète culte, avec un K, prolète culte, est une théorie selon laquelle il va y avoir un accord qui va se produire entre une classe qui est en train d'émerger, de sortir de son abêtissement, de son servage, bon, qui est aboli depuis quelque temps, enfin, en tout cas de sa relégation et de son analphabétisme, pour rejoindre l'avant-garde. C'est une idée qui est enthousiaste. Il est normal que si on a 20 ans ou 25 ans, on est un jeune poète brillant, qui est conscient aussi du malheur qui était celui de populations qui ont besoin d'un développement économique et d'un développement culturel, qu'on puisse penser qu'il y a une alliance possible entre cette avant-garde et une classe sociale énorme tenue à l'écart, c'est évidemment quelque chose d'enthousiasmant. Et il se trouve que les chefs du mouvement bolchevique ont une position, dont Lénine à l'époque, a une position extrêmement modérée. Il écrit ceci, il dit ceci: vous allez trop vite, vous n'allez pas être compris de la grande masse des illettrés. Vous êtes très gentils, vous autres, là, les poètes futuristes et autres attachés à pratiquer le transmental. C'est une catégorie qui est extrêmement obscure au fond. Vous croyez que vous allez pouvoir immédiatement accorder vos violons avec les demandes de base du moujik? Vous vous trompez complètement. Vous allez vous couper de la grande masse des paysans illettrés. Ce qui pour lui signifie, et suivez son regard, si vous vous coupez de la masse des paysans illettrés, vous allez peut-être nous couper, puisque vous faites semblant d'être tellement amis avec nous les bolcheviks, la base de paysans illettrés ne voudra plus de ces bolcheviks qui s'incarnent dans des poètes chevelus et des musiciens audacieux. Donc il y a un point d'arrêt donné. Et à ce moment-là, Lénine dit ceci, j'ai pensé à lui en écoutant tout à l'heure, peut-être était Jacques de Vitry, mais je ne suis pas assez savante pour ne pas faire d'erreur, vous pensez bien. Il dit, et surtout vous vous trompez quand vous croyez que vous devez vous couper forcément de la culture d'avant. Vous vous trompez. Cette culture d'avant, oui, elle avait de grands défauts, oui, elle était au service d'une classe possédante, etc. Mais elle avait dans un grand nombre de ses développements des valeurs d'universalité, de critique, de logique, de pensée, etc., qu'il faut absolument cultiver.
Et c'est intéressant parce qu'on retrouve cette question qui se posait, que faire par rapport aux textes de la culture latine, par exemple, qui devraient être entièrement jetés par des chrétiens puisqu'ils appartiennent à un monde qui est terminé. Eh bien non, il y a dans cette culture-là, si j'ai bien compris, des éléments qu'il faut méditer et dont il faut s'inspirer. Et c'est ce que dit Lénine dans une adresse assez jeune avant-gardiste bouillonnant. Attention, vous voulez faire table rase de la culture du passé, c'est une erreur. Elle va vous couper des paysans illettrés et va vous couper de sources qui existaient avant vous et qu'il faudrait plutôt réveiller. Et c'est une chose très intéressante parce qu'on l'a retrouvée régulièrement d'ailleurs dans des mouvements de gauche ou d'extrême gauche en Europe occidentale. On a donc une coupure qui va se produire. Il va y avoir d'un côté ceux qui supposent qu'il faut parler un langage entièrement nouveau, qu'en parlant un langage entièrement nouveau, on est d'emblée d'accord avec le peuple illettré qui n'attend que ça, et les politiques qui donnent un fort coup de frein. Il faut d'abord qu'une certaine transformation sociale se produise pour que la masse illettrée en question puisse faire l'objet de ces propositions de transmission ou d'évolution culturelle. De ce fait, l'accent, et ce n'est pas du tout ce que souhaitent faire ces jeunes gens, l'accent est mis sur l'alphabétisation, par exemple, dans les campagnes. Ce ne sont pas ces jeunes gens d'avant-garde, ce ne sont pas des gens qui vont aller alphabétiser les campagnes. Ce qui est le contraire d'ailleurs de ce qu'avaient été les révolutionnaires du XIXe siècle, du mouvement qui s'appelait la Terre et, j'ai oublié, ou la volonté populaire, Narodni Volia. Ils allaient alphabétiser. Et alphabétiser, ce n'est pas du tout ça. Là, il s'agit de proposer une espèce de bouleversement culturel. Je passe sur beaucoup de détails qui pourraient certainement être intéressants, mais le conflit est en train de se préparer. Et c'est de là que va naître la création, au fond, de ce qui va être le réalisme socialiste par ceux qui sont en tête de diriger le pays. Dans la fin des années 20, dans le début des années 30, c'est un moment où, campagne d'alphabétisation d'un côté, mais surtout de l'autre, industrialisation, collectivisation des campagnes, laquelle industrialisation, laquelle collectivisation des campagnes va créer, comme on le sait, les conditions d'un développement qui est estimé nécessaire, mais qui en même temps va être les conditions d'un ravage à l'intérieur de la population, notamment de la population paysanne, qui va nous mener bien loin des vues des avant-gardistes qui espéraient enfin parler aux simples gens grâce aux inventions formelles du cubo-futurisme. Les poètes ouvriers, les poètes du prolet culte se disent dans les années 20 qu'il va falloir probablement transiger. Il va falloir trouver une manière de s'accorder avec ce mouvement décidé d'en haut d'industrialisation et collectivisation. Ils vont se doter d'une publication à laquelle ils vont donner ce nom tout à fait singulier, la Forge. En lui donnant le nom la Forge, ils la rapprochent de la technique, mais d'une technique, la Forge est une technique villageoise, ce n'est pas la grande industrie, la Forge. Leur association, au fond, va essayer de trouver une transaction avec le pouvoir, trouver le moyen d'incarner un mouvement radical qui va vers le peuple, qui veut lui apporter quelque chose de nouveau, mais non pas à l'écart de ce que la direction politique a décidé. Le grand affrontement qui suit la mort de Lénine et qui sera celui entre Staline et Trotsky est résolu pour Staline et Trotsky, en tout cas tant qu'ils ne sont pas encore à couteau tiré, si j'ose dire, c'est plutôt à piolet tiré, va se résoudre par nous devons d'abord transformer profondément la classe paysanne en une classe d'abord alphabétisée et si possible conscientisée, devenue persuadée du rôle qu'elle a de rejoindre le prolétariat pour transformer la société avant qu'on en vienne à l'idée même d'une culture prolétarienne que le prolet culte supposait appuyer sur des avant-gardes. Et de cela, la littérature va sortir inféodée à une commande ou un mot d'ordre. C'est à ce moment-là que se mettra en place, dans les années 30, l'idée que la littérature, et ce sera le réalisme socialiste, doit refléter
dans ces sujets, ce grand mouvement par lequel nos chers dirigeants orientent le pays vers une industrialisation, vers une collectivisation, vers une... Comment appeler ça? Je cherche beaucoup de mots, mais la plupart sont négatifs, vers au fond une domination de cette classe en voie de développement, et la littérature devra se mettre au service en reflétant le monde réel. Mais qu'est-ce que c'est que le monde réel? Est-ce que ça veut dire ce que sont les simples gens, ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent? Sûrement pas, car si le réalisme socialiste avait reflété ce qu'étaient les simples gens, on aurait à l'époque pu écrire sur, par exemple, ce qui se passait en Ukraine, où la collectivisation a entraîné des dizaines de millions de morts. Ce n'est évidemment pas des sujets que le réalisme socialiste pouvait aborder. C'est beaucoup plus tard et beaucoup en marge qu'ont pu être écrits des choses sur cette période-là. Donc le réalisme socialiste va être au fond la transformation par laquelle cette bonne volonté des cubo-futuristes, de ces jeunes avant-gardistes, changeons la culture pour y associer la masse d'un peuple illettré, va être complètement oubliée. On sait que Mayakovsky se suicidera, dira que la barque de la poésie s'est brisée sur le rivage du monde réel. Il avait raison, ce monde réel, c'était quoi? C'était celui qui était en train de naître. Et c'est à l'intérieur de cela que les thèses du réalisme socialiste, portées par Staline et celui qui les a formulées, qui s'appelle Zhdanov, J-D-A-N-O-V, Zhdanov, va opérer brutalement, dans le début des années 30, va opérer brutalement une fusion entre les mouvements politiques et ce qui reste de ces avant-gardistes qui petit à petit se défont et sont conduits à le faire au sein d'une union des écrivains soviétiques qui vont devenir ce que Staline appellera les ingénieurs des âmes, Zhdanov et Staline, c'est-à-dire sont mis au service de la politique d'industrialisation, de collectivisation et donc de mise au pas d'un peuple qui demeure profondément indocile, surtout dans sa version paysanne, celle qui était la plus éloignée des villes et celle qui était la plus éloignée de la culture. Donc c'est ainsi que l'article 1 des statuts de cette nouvelle union des écrivains soviétiques en 1934, qui prône le réalisme socialiste, non plus comme une avant-garde qui bouleverse le langage et qui produit cette espèce de fusion du peuple vers la pensée, vers l'art, mais tout simplement sert de rouage de transmission d'une certaine vision de la réalité au service du projet des bolcheviks. Le réalisme soviétique devient, écrit l'article 1 des statuts de l'Union des écrivains soviétiques, la méthode fondamentale de la littérature. Elle exige de l'artiste une représentation véridique, historiquement concrète de la réalité dans son développement révolutionnaire. Cette phrase-là mériterait déjà, on aurait pu y passer 2 heures sur cette phrase, elle est formidable. Elle est la méthode fondamentale de la littérature, qui exige de l'artiste. C'est-à-dire, l'artiste, c'est quelqu'un qui répond à une méthode fondamentale. Vous voyez tout ce que vous pouvez penser, mes jeunes cubo-futuristes, que l'histoire a déjà balayé depuis longtemps. Elle exige une représentation véridique, historiquement concrète, et surtout de la réalité dans son développement révolutionnaire, c'est-à-dire l'application à la littérature de mots d'ordre qui sont contraires à l'idée même qu'on peut se faire de l'art, de la littérature ou de la pensée. La véracité et le caractère concret de la représentation artistique du réel doivent se combiner à la tâche de la transformation et de l'éducation idéologique des travailleurs. Alors parler aux simples gens, ce n'est plus leur parler, c'est espérer contribuer à leur transformation dans le sens que souhaite le stalinisme qui se met en place. Alors, dans les quelques minutes où je vais encore vous demander votre bienveillance, ce mouvement du réalisme socialiste ne s'est pas contenté de sévir en Union soviétique. Il s'est étendu dans les pays avoisinants, d'abord par l'intermédiaire des partis communistes occidentaux, ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, par l'établissement des régimes de ce qu'on a appelé socialisme réel, ou du communisme appliqué, si j'ose dire. Et on voit que, par exemple, un écrivain comme Barbus, qui était très célèbre au lendemain de la Première Guerre mondiale, avec son livre sur les combats de 14-18, et alors il y a un éloge
Il y a un éloge formidable chez Barbus de ce qu'était le réalisme socialiste. Je ne peux pas ne pas vous le lire. À côté de l'énorme recherche de formules neuves, à côté des bouleversantes créations du cinéma, on devrait parler de la littérature, puisqu'il s'est fait sur cette voie, il parle de la Russie, une belle avancée constructive, et surtout parce que Staline s'est toujours considérablement préoccupé du développement des lettres et des arts. Le rôle social des écrivains, que Staline définit comme les ingénieurs des âmes, soulève un problème qui intéresse au plus haut point le progrès de l'art, parce qu'il fait entrer de vastes perspectives idéologiques, dramatiques, le collectif, le sens du devoir humain, etc. Donc, on a affaire chez Barbus, qui n'est peut-être pas un Vega, mais qui, de toute façon, ici, est en quelque sorte un porte-voix de quelque chose qui ne vient pas directement de lui. Et on voit bien les contradictions auxquelles elles aboutissent, c'est-à-dire que les écrivains qui ne s'y plieront pas se verront tantôt carrément condamnés dans la période la plus active du stalinisme à la régulgation ou à des peines de camp, ou plus tard, tout simplement, à ne pas pouvoir être publiés, à tout simplement ne pas être édités. Et ce sera tout le combat contre le réalisme socialiste marque profondément, toujours avec le désir de parler aux simples gens, un grand nombre d'écrivains du monde communiste des années 50 ou 60. Et je voudrais simplement conclure sur un auteur polonais mort il y a quelques jours qui s'appelle Tadeusz Konwicki. Et Tadeusz Konwicki était un auteur donc né en Pologne dans les années 30, je pense, ou à la fin des années 20, et qui avait dans sa extrême jeunesse, quand la Pologne est devenue socialiste au lendemain de la guerre, cru, peut-être comme l'avant-garde russe des années 1917, qu'à ce grand changement allait peut-être permettre aux écrivains enfin de résoudre la séparation d'avec les simples gens, et que le réalisme socialiste était peut-être la solution. Il n'a eu de cesse qu'il ne s'en soit détourné, d'écrire des livres qui étaient d'une vivacité humoristique très grande à l'égard de ce genre de programme, qui lui a valu beaucoup de difficultés ou d'ennuis, jusqu'à ce que, dans les 20 dernières années, dans une Pologne un peu différente, il ait le statut qu'il avait toujours mérité d'avoir. Et je crois qu'on peut méditer sur un exemple comme celui-là, parce qu'il prouve bien que ce désir de parler aux simples gens, fallacieusement, mensongèrement incarné dans d'abord ces avant-gardes et ensuite surtout dans cette forme du réalisme socialiste, continue souterrainement, même chez ceux qui s'en sont, et surtout chez ceux qui s'en sont détournés le plus vivement. Mais je pense qu'on a peut-être bouclé la boucle qui nous a fait traverser beaucoup de siècles, depuis Jacques de Vitry jusqu'à Tadeusz Konwicki. Je vous remercie beaucoup. Écoutez, merci infiniment. J'ai eu un grand tort, c'est de vous faire venir pour une seule séance du séminaire. Il aurait fallu 2 séances, une sur vous, une sur le réalisme socialiste, et vous auriez pu à loisir développer les deux. Mais enfin, vous avez fait ça si habilement que nous ne sommes pas restés sur notre fin. Au début, je me suis dit, il y a un roman de Balzac que j'aime particulièrement et qui est très mal construit, je dis pas comme vous, c'est Une ténébreuse affaire. Oui. Une ténébreuse affaire, il y a un chapitre d'exposition qui occupe les 2 tiers du roman, et puis après, c'est à peu près fini. Et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Mais vous, c'est mieux, parce qu'il y a un long chapitre d'exposition qui était magnifique, mais après, il y avait la suite. Alors, bon, nous avons tout de même, pour ceux qui ont quelques minutes pour une discussion, simplement 2 petites remarques au départ. Tout le monde a pu voir à quel point tout ce qu'a dit, d'ailleurs dans les 2 parties, Madame Salnave, était dans la ligne, si j'ose dire, après un tel sujet, de notre cours. Et en particulier, on voit que le monde médiéval et le monde soviétique ont été confrontés à non pas la même contradiction, mais au même paradoxe stimulant au départ. C'est-à-dire qu'il faut instruire le peuple, mais c'est le peuple qui sait le mieux. C'est le principe de la confiance dans les masses du monde soviétique, mais c'est aussi le principe, d'ailleurs, je suis parti de le principe médiéval, je suis parti de là, ça a été la première citation de mon cours, les savants
ont conscience d'être savants. Il faut être savant dans ce monde chrétien pour connaître l'Écriture sainte, l'expliquer, l'enseigner, etc. Il faut être savant pour être un poète, mais en même temps, il y a au centre de la pensée la formule de Matthieu 11, 25, « Je te remercie, Seigneur, Créateur du ciel et de la terre, Dieu, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ces choses aux sages et aux habiles et de les avoir révélées aux tout petits. » Et tout l'enseignement de la foi, mais l'enseignement tout court et la pratique de la littérature au Moyen-Âge sont constamment hantés, peut-on dire, par le besoin de tenir les deux bouts et de concilier les deux. Et le deuxième point, c'est que la difficulté particulière en écoutant Daniel Sanavkis, bon, j'aurais tant à dire sur ce que vous avez dit au début, sur vous-même, sur ces enfants qui hésitent à apprendre parce qu'ils ont peur, vraiment. Mettons, là. Il y a une difficulté supplémentaire pour le monde soviétique, c'est que le réalisme était une valeur. Tandis que pour le Moyen-Âge, la valeur, c'est la vérité. Et avec une vérité qui peut s'entendre de diverses façons, sur laquelle les écrivains et les penseurs réfléchissent. La grande vérité, c'est la vérité chrétienne, mais qu'est-ce que cette vérité? Le Christ dit lui-même, je suis la vérité. Qu'est-ce que c'est quelqu'un qui dit je suis la vérité? Mais à côté de cela, la vérité, bon, c'est la vérité des faits, mais nous avons vu plusieurs fois que la grande découverte, la grande mutation du roman, ces chrétiens de Troyes qui disent ce que je vous raconte, ça s'est peut-être pas passé, mais la leçon de mon roman est vraie. Quand on est amoureux, on se conduit vraiment comme ça quand on était... Et c'est ça la vraie vérité. Et à ce moment-là, il y a comme de nouvelles possibilités ouvertes à la littérature. Donc, tout ce qu'a dit Daniel Salnab entre en résonance avec ce que nous voyons cette année et même année après année. Et si je commence, je ne m'arrêterai pas, donc je m'arrête et je donne la parole à la salle. Je me permets juste de répondre à oui, quelque chose, juste un point. Tout en étant tout à fait sensible au fait que, bien évidemment, je donnais à l'introduction une dimension qui en faisait plutôt une première partie qu'une introduction, mais c'est parce qu'il importait pour moi de voir que ce sont des questions qui sont vraiment incarnées pour moi. Ce ne sont pas des questions que je me suis posées de façon abstraite, et elles m'ont tenu tout le temps, c'est-à-dire qu'elles ont pu... ce sont ces questions-là, finalement toujours cette question de le savoir sépare, et donc que faire de cela, qui ont pu expliquer des orientations, tantôt dans le choix de ce que je fais, ou tantôt dans des orientations, appelons-les sociales et politiques, toujours avec cette hantise de je ne veux pas être séparé. C'est pas parce que j'ai peur d'être séparé, c'est parce que ce n'est pas juste. Voilà, c'est ça aussi. Peut-être aussi parce qu'on a peur d'être séparé, mais aussi parce que c'est pas juste. Mais confidence pour confidence, je suis dans la même situation.